tous. Merci pour votre invitation à la School of Product. Donc aujourd'hui, on va parler de sécurité psychologique. C'est quoi? Pourquoi c'est intéressant de manière générale? Et comment est-ce qu'on peut nourrir la sécurité psychologique dans une équipe produit en particulier? Moi, je suis Héloïse, je suis responsable des équipes produits depuis maintenant 4 ans et opérations, et plus récemment, chez Moka.care, qui est une plateforme de prévention en santé mentale en entreprise. Donc, moi, j'ai rejoint Moka d'abord par intérêt pour le sujet de la santé mentale en entreprise. J'ai un CEO qui a l'habitude de dire qu'en France, on prend plus soin de sa voiture que de sa santé mentale. Je suis plutôt d'accord avec lui. Et donc, je trouve que la problématique du bien-être mental en général, c'est une problématique qui est largement sous-adressée, qui est une problématique qui vaut la peine d'être traitée. Et donc, en tant que bonne product people, j'aime bien m'adresser à des problèmes intéressants. Et donc, quand j'ai commencé à prendre des responsabilités managériales au sein de Moka, j'ai voulu, en cohérence avec la culture du care, qui est assez présente, comme vous pouvez l'imaginer chez Moka, m'inscrire dans une forme de management qu'on peut appeler bienveillant. Donc, c'est quoi un management bienveillant? C'est tout simplement, j'ai recruté des gens, je les manage, je vais m'intéresser à eux, je vais faire preuve d'empathie, je vais être à l'écoute, je vais les encourager. Et je vais essayer de créer un climat exempt de conflits, de tensions, un climat agréable. Et donc moi, ça me plaît. J'aime travailler dans ce genre d'énergie positive. Néanmoins, en fait, je me suis heurtée assez rapidement à des limites de cette approche, qui étaient des limites de performance collective. Alors, je sais que la performance a été plus ou moins remise en question aujourd'hui, mais bon, on va prendre l'acceptation de la performance comme quelque chose de plutôt positif lors de cette conférence. Donc, ça pouvait prendre 2 types de formes. La première, c'était des sorties produits, des initiatives produits, de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux produits qui rataient ou n'avaient pas l'impact escompté, mais pas pour des raisons qu'on ignorait, pour des raisons que en fait, l'équipe connaissait déjà. Simplement, l'équipe n'avait pas spécialement osé lever la main, les identifier, par peur d'être perçu comme négatif, par peur de casser un peu l'enthousiasme du porteur de projet, ou par peur tout simplement de ne pas être suffisamment corpo, entre guillemets. Et le deuxième type de problématique auquel on a été confronté, c'était un peu le même pendant, mais du côté plus interpersonnel, dynamique personnelle. Donc, les membres de l'équipe ont préféré laisser une situation dysfonctionnelle s'installer, plutôt que dire « Ah ben là, ça ne me va pas, cette manière de collaborer », ou alors lever la main en disant « Là, je crois que ça ne marche pas trop ». Et donc, en fait, ce dont je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est... ce dont je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est qu'en fait, la bienveillance, c'est pas un cadre suffisant pour faire une équipe qui fonctionne et qui collabore bien. Ce qu'il faut, en réalité, c'est plutôt un climat de sécurité psychologique. C'est un cadre où on peut dire, là, ça ne me va pas, ici, ça va pas fonctionner, ou alors, j'ai fait des erreurs, c'est OK de dire ça. Donc en gros, c'est ajouter une forme de courage à ce socle de bienveillance que de toute façon, on n'a pas envie de laisser tomber. Et donc c'est quoi la sécurité psychologique? C'est ce concept-là. C'est une universitaire américaine qui s'appelle Amy Edmondson, qui l'a popularisé dans les années 90, qui nous dit, c'est assez simple en fait, c'est la conviction partagée qu'on peut s'exprimer sans crainte de conséquences négatives. Donc ça veut dire pouvoir poser des questions sans paraître incompétent, c'est exprimer des idées nouvelles sans être jugé, c'est reconnaître ses erreurs sans être sanctionné. Et enfin, c'est pouvoir donner du feedback et recevoir du feedback de manière constructive. Donc c'est ça ce concept qui est finalement assez simple. Et pourquoi c'est un concept intéressant ? Alors vous connaissez peut-être ce projet Aristote qui a été mené par Google dans les années 2010, qui a popularisé encore plus ce concept de sécurité psychologique. En gros, ils ont mené une étude sur plus de 200 équipes chez Google et leur objectif, c'était de répondre à la question qui était « c'est quoi les facteurs déterminants de la performance d'une équipe ?» Et il y avait 2 conclusions, je dirais, intéressantes. La première, c'est celle-ci, c'est que la façon dont une équipe collabore a en réalité plus d'impact sur les résultats de l'équipe que sa composition. En d'autres termes, si vous avez une équipe qui sait collaborer ensemble, qui collabore de manière fluide, vous allez avoir de meilleurs résultats que si vous empilez un tas de superstars. Donc je laisserai les fans
de sport collectif apprécié, parce que je pense que c'est un résultat qui a été maintes fois démontré dans plein de Coupes du Monde différentes. Voilà. Mais la deuxième conclusion intéressante de ce projet, c'était le fait que la sécurité psychologique, c'était le facteur numéro 1 de performance d'une équipe. Il y avait d'autres facteurs de performance qui ressortaient, notamment par exemple le fait d'avoir des rôles et des responsabilités clairs et partagés, et aussi le fait d'avoir une stratégie, une direction claire, des objectifs clairs, partagés par toute l'équipe. Mais ce qui était intéressant, c'était que sans cette sécurité psychologique, travailler sur les autres facteurs de performance, en réalité n'a pas d'impact, parce que c'est le socle sur lequel se construit tout le reste. Si vous n'avez pas de sécurité psychologique, vous avez beau miser sur la pertinence de votre stratégie ou définir des rôles clairs, ça ne va pas spécialement avoir d'effet escompté. Et pourquoi ça compte en particulier dans une équipe produit ? Pour toutes les raisons qu'on vient de dire jusqu'à présent. Mais en réalité, parmi toutes les initiatives, vos initiatives produits qui vont échouer demain ou qui vont rater, en réalité, la plupart vont échouer pour des raisons que votre équipe en fait connaît déjà. Et de la même manière, de l'autre côté du spectre, toutes les meilleures opportunités aujourd'hui, votre équipe les connaît déjà, elles sont déjà en germe. Simplement, il faut savoir les faire sortir, en fait, tout simplement les exprimer. Donc, en d'autres termes, vous avez intérêt, enfin, on a tous intérêt à miser sur l'esprit critique, le jugement, les convictions des différentes personnes de l'équipe, plutôt que compter sur une bande d'exécutants, entre guillemets, qui va simplement exécuter vos idées parce qu'elles sont les meilleures. Et donc, si vous avez envie juste de vous entendre dire que votre idée est fantastique sans avoir aucun retour ou de retour critique, vous avez ChatGPT pour ça. Mais c'est un peu moins intéressant, ça va moins donner de performance. Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on peut décomposer un peu ces différents ingrédients de la sécurité psychologique et comment est-ce qu'on peut les nourrir concrètement au sein d'une équipe produit ? Alors là, je vais faire appel à un autre universitaire américain qui s'appelle Timothy Clark, qui a décomposé un peu cette sécurité psychologique en 4 stades. Et donc le tout premier, c'est la sécurité d'inclusion. Ça veut dire, en tant que membre d'une équipe, je me sens acceptée dans cette équipe, je peux être moi-même sans porter de masque, et ce, quelle que soit mon ancienneté dans l'équipe, les différentes composantes de mon identité, et je vais être acceptée pour ce que je suis. Et donc concrètement, en tant que manager, comment est-ce que je peux nourrir cette sécurité d'inclusion ? Une bonne manière, une pratique parmi d'autres que vous pouvez mettre en place, c'est tout simplement lors de l'onboarding de nouveaux arrivants, vous allez avoir à la fois une transparence radicale, à savoir mettre au parfum au même titre que toutes les autres personnes de l'équipe, mettre autant au parfum cette nouvelle personne, avec la stratégie, les chiffres, en gros, vous arrivez la première semaine, vous êtes autant au courant que toutes les autres personnes de l'équipe de ce qui se passe dans l'entreprise, ce qui va vous donner les moyens de contribuer à votre juste valeur. Et par ailleurs, on va aussi vous demander tout simplement de participer au débat en cours, même si vous n'avez pas tout l'historique. Votre avis va compter autant que quelqu'un qui est là depuis un certain temps. De la même manière, moi typiquement, je demande à chaque nouvelle personne de l'équipe de faire un petit rapport d'étonnement sur le produit. Je sais très bien que dans ce rapport d'étonnement, il y a 90% des choses qui vont être mises dedans, que je connais déjà, parce qu'en fait je connais déjà ce produit depuis très très longtemps, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout les 10% que la nouvelle personne va apporter. Et donc c'est ça qui fait qu'il n'y a pas besoin de rituel d'initiation. La nouvelle personne, elle a sa place au même titre que toutes les autres. Le deuxième stade, c'est ce qu'on appelle la sécurité d'apprentissage. C'est le fait de dire « je me sens libre d'apprendre », ça veut dire « je me sens libre de dire je ne sais pas », je me sens libre de dire là je bloque sur un truc, ou je me sens libre de faire des erreurs. Enfin, c'est pas forcément être libre, mais c'est OK d'assumer, de pouvoir faire des erreurs. Au même titre qu'un développeur va pouvoir dire je bloque sur un problème, j'ai besoin d'une petite session de peer coding, c'est OK dans une équipe produit de pouvoir dire je bloque sur une disco, est-ce qu'on peut faire une petite session de brainstorm là-dessus. Voilà.
comment est-ce que, en tant que manager, je vais pouvoir nourrir cette sécurité d'apprentissage dans mon équipe? Moi, un truc que j'aime bien faire, c'est partager mon propre niveau de certitude ou d'incertitude sur les sujets de roadmap qu'on présente. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, quand on construit une roadmap, d'essayer de dérisquer au maximum la plupart de nos initiatives produits. On travaille beaucoup pour les dérisquer, mais à la fin, on sait qu'on doit prendre des décisions et on n'est pas toujours sûr à 100%. Donc on a un niveau d'incertitude. Et le fait de l'assumer, ça permet aussi à chacun de se dire « Ok, moi, sur mes sujets, c'est quoi mon niveau de certitude ?» Et du coup, si j'ai pas un niveau de certitude à 100%, de mettre plus d'énergie pour le dérisquer encore plus. Et aussi, tout simplement, assumer une forme d'humilité et une forme de capacité à prendre des risques et faire des erreurs éventuellement. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas assumer la prise de décision derrière, parce qu'en fait, on sait que quand on s'engage sur une roadmap, même si on a une initiative sur laquelle on est sûr à 10%, enfin 10% c'est pas terrible, mais une initiative sur laquelle on est sûr à 50 ou 80%, on va quand même assumer la prise de décision à 100%. Et donc ça permet à chacun d'avoir un peu la même attitude par rapport à ça. La troisième étape, le troisième stade de sécurité psychologique, c'est la sécurité de contribution, c'est-à-dire qui que je sois dans cette équipe, je vais pouvoir apporter mes idées. Et donc, ce que ça veut dire, c'est typiquement, je suis un développeur, c'est OK d'apporter une idée, une contribution, une question lors d'une discussion produit, dans une product review, une design review. Et inversement, je ne vais pas me faire rembarrer si je suis un PM et que je pose une question sur une décision d'architecture. Ce qui ne veut pas dire que toutes les idées vont être mises en place, toutes les idées vont être acceptées, entre guillemets, mais elles vont toutes être entendues pour ce qu'elles sont. Donc moi, une bonne pratique que j'aime bien mettre en place là-dessus, c'est de pouvoir systématiser lors d'un rituel d'équipe la prise de parole plutôt en tour de table, plutôt qu'en prise de parole libre. C'est-à-dire de pouvoir dire, on a typiquement lors d'une design review, on va pouvoir demander à chacun de prendre la parole simultanément. Non, pardon. On va pouvoir demander à chacun de prendre la parole successivement, merci, pour pouvoir donner son avis. Et ça permet une chose, c'est que cette personne à qui vous pensez quand je dis, c'est une personne qui s'exprime peu, mais dès qu'elle s'exprime, en fait, elle dit quelque chose d'intéressant, ça va permettre de lui donner tout le temps la parole, plutôt qu'avoir systématiquement la parole qui est prise par ceux qui sont les plus à l'aise pour prendre la parole. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faut être à l'aise avec le fait de générer plus d'idées, de générer plus d'idées potentiellement contradictoires. Et donc, l'objectif, c'est pas non plus de créer une dynamique de prise de décision par consensus. L'objectif, c'est d'être quand même très très clair sur à la fin qui prend les décisions et qui prend les insights. Mais si je reprends l'exemple du design review, à la fin, c'est le designer en question qui va être responsable de sa décision. Et donc, il va pouvoir avoir entendu les insights de chaque personne de la pièce pour ensuite prendre sa propre décision. L'objectif, c'est pas de créer un débat. Et enfin, le quatrième stade de sécurité psychologique, c'est la sécurité de remise en question. Donc ça veut dire, je me sens à l'aise en tant que membre de cette équipe pour challenger des décisions, des pratiques, des stratégies, y compris des décisions qui peuvent venir du management, de la direction. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, si j'ai une interrogation par exemple, je vais dire, ce projet, je ne comprends pas très bien la cohérence entre ce projet et notre stratégie produit en général. Ça va plutôt amener une discussion positive, constructive, plutôt qu'un énorme backlash du style « cette personne n'est pas corpo ». Voilà. Ce qui ne veut pas dire que l'objectif, c'est de favoriser une culture où tout le monde challenge tout n'importe comment, à n'importe quel moment, évidemment. L'objectif, c'est plutôt de dire, si j'ai bien choisi mon canal, que j'ai une critique qui est constructive ou une question qui est bien posée d'une manière pertinente, ça va plutôt créer un dialogue plutôt qu'un backlash. Et donc, comment est-ce que je peux faire en tant que manager pour nourrir cette sécurité-là, de remise en question et de challenge? La première chose, notamment dans les entreprises dans lesquelles c'est pas du tout la culture, c'est déjà de le valoriser. Alors après, il y a des entreprises dans lesquelles c'est plutôt déjà accepté, déjà bien mis en place. Et enfin, la deuxième chose, c'est d'essayer de s'astreindre à ce qu'on fait au produit, à savoir fermer la feedback loop. Donc, on a l'habitude de dire...
quand on a des retours de nos utilisateurs, de nos clients, on les incorpore à notre prise de réflexion. Et ensuite, on se dit, bon, je vous ai entendu, je vous ai compris, voilà ce qu'on a fait comme itération sur ce produit. Et bien en fait, s'astreindre à la même discipline, mais sur les projets de stratégie d'entreprise ou les projets organisationnels qu'on peut avoir en interne. C'est pas toujours facile. Et c'est pareil, c'est aussi accepter le fait que toutes les idées vont pas être prises en compte. Mais c'est quand même intéressant, parce que ça permet à ce que chacun puisse se dire j'ai émis une critique, j'ai contribué, je vais contribuer une fois, je vais contribuer une deuxième fois, et je vais pas juste contribuer une seule fois, et ensuite, parce que personne ne m'a écouté, je vais me résigner et finalement arrêter de contribuer et puis me mettre dans le bateau tranquillement. Dernière chose sur la sécurité psychologique, c'est ce qui est intéressant, c'est pas seulement d'avoir créé ce climat où tout le monde se sent safe pour s'exprimer sans crainte de conséquences négatives, c'est un peu ce que j'ai exprimé en filigrane juste avant. Si c'est pas combiné avec une forme d'exigence, vous allez juste rester dans une zone de confort. Donc en réalité, c'est en le combinant avec une certaine notion d'exigence que vous allez vraiment être dans une zone d'apprentissage, dans une zone où vous allez avoir une équipe qui va se challenger, qui va innover, qui va prendre des risques et qui va pouvoir un peu être dans une dynamique de stimulation. Je ne détaille pas trop la ligne du bas qui n'est pas très intéressante, mais globalement, en l'absence de sécurité psychologique, si vous avez juste une exigence de performance, vous allez être en fait dans une forme de management par terreur, ça ne va pas être très intéressant. Et enfin, la dernière chose le dernier takeaway avec lequel j'aimerais que vous puissiez ressortir de ce talk, c'est la conviction que nourrir ce climat de sécurité psychologique dans votre équipe, c'est aussi vous donner de l'air à vous-même, et c'est un peu se faire un cadeau à soi-même. On pourrait penser que si tout le monde s'exprime tout le temps, ça va être un peu plus compliqué à gérer que en fait, si on a quand même un peu moins d'idées qui sont émises. Mais la réalité, c'est que en tant que manager, si vous avez des remontées d'informations importantes qui vous remontent en fait plus vite, vous allez faire moins de gestion de crise, vous allez faire moins de micromanagement, vous allez gérer moins d'imprévus. Et si vous avez plus d'idées qui sont générées, plus de signalement de problèmes, plus d'anticipation, vous allez aussi améliorer votre qualité de prise de décision. Et ça, c'est juste vous permettre d'avoir plus d'impact. Et dernière chose, c'est aussi vous autoriser, vous, à ne pas être un manager parfait. Donc c'est difficile parfois d'être manager. Et créer ce climat de sécurité psychologique dans une équipe, c'est aussi s'autoriser à demander de l'aide lorsqu'on est face à une situation tendue, demander de l'aide à d'autres managers, à sa direction, à son équipe. Et donc c'est en gros mieux respirer et avoir un peu plus d'impact. Et merci beaucoup pour votre attention.